Donc, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de l'accueil et de l'accompagnement des publics à besoins spécifiques, et en particulier dans le cadre de ces centres de vaccination. Donc, l'idée, c'est que, bien entendu, on ne sera pas exhaustif, mais on va essayer de couvrir les publics les plus fréquents et de vous donner des infos pratiques pour que vous puissiez vous adapter, travailler au mieux avec tous ces publics. Alors, la première chose qui semble intéressante à mettre au clair, c'est de qui on parle. Déjà, sur ces quelques minutes, on a déjà parlé de PMR, on a parlé de handicap, on a déjà utilisé pas mal de termes, et il semble intéressant de clarifier déjà tous ces termes et de savoir de qui on parle. Alors, la première chose que je vous amènerai, c'est que l'ONU a voté en 2007 une convention des droits de la personne handicapée qui définit justement le terme handicap. Et il y a une notion qui est vraiment importante dedans, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. La première chose, c'est que le handicap, d'après ce qui est défini là, c'est que c'est l'ensemble des personnes qui présentent des incapacités, donc incapacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, sensorielles, et dont l'interaction avec l'environnement peut provoquer une inégalité par rapport au reste du public. Il y a donc deux termes qui sont vraiment importants, c'est l'incapacité et l'environnement. Alors, pour être un peu plus précis, on va encore amener quelques autres termes. Quand on parle de handicap, on a au départ une déficience. Une déficience, c'est le dysfonctionnement, c'est ce qui ne fonctionne pas bien chez la personne. C'est par exemple, les yeux ne fonctionnent pas, les jambes ne fonctionnent pas. C'est la déficience en tant que telle. On a ensuite l'incapacité. L'incapacité, c'est ce qui résulte de la déficience. Par exemple, si la déficience, c'est qu'on a une paralysie des jambes, ben, l'incapacité, c'est l'impossibilité de se déplacer sans assistance. On peut compenser cette incapacité, par exemple, quand on parle de personnes qui ne savent pas utiliser leurs jambes, qui ont une paralysie, on peut parler de chaise roulante. Et là, on voit que ça peut réduire l'incapacité. Néanmoins, quand on parle de handicap, c'est qu'on est allé à un niveau supérieur. C'est-à-dire que cette incapacité, elle va rencontrer donc un environnement qui est inadapté, et ça va générer une limitation dans les interactions, dans le rôle social que l'on peut jouer. Donc, la déficience, je vous ai dit, par exemple, je ne sais pas utiliser mes jambes, elles sont paralysées. L'incapacité, je ne sais pas marcher sans assistance. Le handicap, je ne sais pas rentrer dans le centre de vaccination pour me faire vacciner parce qu'il y a 3 marches à l'entrée et que je ne sais donc pas rentrer en autonomie. On va repréciser un petit peu les choses comme ça par la suite, vous verrez, ça va être clair pour vous. Ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est que vu qu'il y a une incapacité sur laquelle vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas agir, l'incapacité, elle est présente, et un environnement dont vous faites partie et sur lequel vous pouvez agir, eh bien, ça amène une dimension dans laquelle vous pouvez être acteur et vous pouvez faire qu'une personne soit ou pas en situation de handicap. Alors, quelques chiffres pour vous permettre de mieux voir de qui on parle. Déjà, la première chose, 13% de la population est reconnue en situation de handicap en Belgique. Quand on parle au niveau européen, on parle de plus ou moins 15%. Donc là, on parle bien de reconnaissance. Ce sont des personnes qui ont fait une démarche pour se faire reconnaître. On peut imaginer qu'il y en ait un peu plus. On parle de plusieurs publics quand on parle de personnes handicapées. Un des publics, c'est les personnes aveugles. On a toujours l'impression qu'il y a énormément d'aveugles, énormément de sourds. Il faut déjà savoir, en Belgique, on a 30 000 personnes aveugles. C'est à la fois beaucoup et très peu. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de savoir qu'il n'y en a que 10%, 1 sur 10 qui lit le braille. Donc, quand on parle d'aveugle, on a tendance à se dire on va tout mettre en braille. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une solution universelle. Ça va répondre à une partie du public. Quand on parle de sourds, on est plus ou moins à 40 000. Et là aussi, on parle souvent de langue des signes. La langue des signes n'est pas non plus la panacée. En fait, il y a 2 signants
sur 10 aveugles. Donc, c'est intéressant de savoir aussi qu'on n'a pas de solution universelle pour ces publics. Un autre chiffre intéressant, c'est que 97% des personnes déficientes intellectuelles ont en fait une déficience légère à modérée. Ça veut dire que dans les interactions sociales, ça n'a quasiment pas de conséquences. Donc, ce sont des personnes avec qui on peut facilement discuter, échanger, indiquer des infos, et il n'y a pas besoin de modifier fondamentalement sa façon d'agir. Juste tenter d'être clair et précis dans ce que l'on dit, et on y reviendra dans un instant. Un autre chiffre qui est hyper important, c'est que 80% des handicaps surviennent en cours de vie. Ça veut dire qu'il n'y a que 20% de handicaps qui sont liés à la naissance. Donc, dans la majorité des cas, les personnes handicapées que vous rencontrez, ce sont des personnes qui ont été valides. Et c'est intéressant de s'en rendre compte également. Autre chiffre, toujours 80%, 80% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire que vous côtoyez tous les jours des personnes handicapées sans savoir qu'elles sont handicapées. Parce qu'ils ne vous le montrent pas, ils ne vous le disent pas, ou parce que l'environnement ne les met pas en situation de handicap, et donc ça n'apparaît pas. Alors un handicap dont on ne parle pas, pas souvent, c'est 10% de la population est analphabète. Dans cette population, il y a certaines personnes handicapées et il y a d'autres personnes qui ne le sont pas. Mais c'est pour vous montrer qu'on n'est pas lié spécialement à une déficience physique ou sensorielle, mais ça peut être handicapant aussi pour des personnes qui arrivent chez vous, qui arrivent dans le centre de vaccination et qui voient un panneau sur lequel ils peuvent à peine déchiffrer les informations, doivent remplir un formulaire qu'ils ont peine à lire, et donc c'est intéressant d'être attentif aussi à ce type d'éléments. On a parlé aussi de PMR. Alors, qu'est-ce que c'est un PMR? Un enfant, une fois en formation, m'a dit que c'était des personnes mal respectées. En fait, ce n'est pas la vraie définition. En fait, ce sont des personnes à mobilité réduite. Personnes à mobilité réduite, c'est un terme qui est défini dans une directive européenne et qui précise que ce sont toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur mouvement, dans leur déplacement, dans leur orientation. Et donc, vous voyez là à l'écran une série de personnes de ce type-là, et on voit qu'on est bien au-delà du handicap. On a des femmes enceintes, parce qu'une femme enceinte, déjà premièrement, elle a un peu plus de volume qu'une femme qui n'est pas enceinte, et donc parfois des difficultés pour se mouvoir, se déplacer. Imaginez simplement quand vous vous garez dans le parking d'un grand magasin et que vous devez sortir de la voiture, et qu'il y a une voiture à droite, une voiture à gauche, on est parfois les trois. Eh bien, imaginez pour une femme enceinte ce que ça peut donner. Elle peut aussi avoir par moment besoin de pouvoir aller aux toilettes régulièrement, de pouvoir s'arrêter, se reposer, etc. Toujours est-il. Personnes de petite taille, personnes de grande taille, les personnes âgées, ce qui fait une grosse catégorie du public, les personnes portant des bagages lourds ou étant chargées. Quand vous allez acheter les cadeaux de Noël à l'approche de Noël et que vous devez ouvrir le coffre de votre voiture, eh bien vous êtes un PMR, parce que vous avez des difficultés pour utiliser votre coffre, l'ouvrir. Les personnes avec enfants en poussette, les personnes qui se baladent avec un enfant, celles qui ont des béquilles, etc. Donc on voit que c'est vraiment une population qui est très importante, et ça représente 40% à peu près de la population à l'instant T. Donc maintenant, il y a 40% de la population qui est à mobilité réduite. Vous avez compris que dans une heure, dans un jour, dans un mois, il y aura toujours plus ou moins 40%, mais ce ne sera pas forcément les mêmes. D'accord? Parce que, bon, quand on est enceinte, c'est pour une période limitée. Et donc, du jour au lendemain, les situations peuvent changer, évoluer. Alors, pour vous donner quelques précisions au niveau de ces PMR et que vous puissiez situer, 5% à peu près des PMR sont des travailleurs. Vous voyez des gens qui sont encombrés, qui utilisent des engins, qui se déplacent avec une brouette, un brancard, etc. Donc quand même 5% des PMR sont des travailleurs. 10% seulement sont des personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire que quand on s'arrange pour rendre un lieu accessible, donc pour intervenir sur l'environnement d'un espace en vue de le rendre accessible aux personnes handicapées,
eh bien, on le rend accessible à bien d'autres publics. Donc, en travaillant pour 10% des PMR, on rend les lieux accessibles pour 100% des PMR ou presque. Donc, c'est vraiment intéressant à retenir. 25% sont des familles, familles avec poussettes, femmes enceintes, des parents qui se déplacent avec des petits-enfants ou bien avec un enfant dans les bras, etc. Donc c'est une proportion importante aussi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la plus grosse proportion dans les PMR, ce sont les seniors. Entre 60 et 65% des PMR sont des seniors qui peuvent rencontrer soit une fatigabilité, soit parfois des difficultés dans les déplacements pour monter une marche. 25% de la population n'est pas capable de monter une marche de 16 cm. Ça a l'air de rien. Il y a des trottoirs qui font 16 cm. Donc, c'est se rendre compte que la difficulté peut toucher tout un tas de publics auxquels on ne pense pas forcément. Et donc, rendre l'environnement accessible aux personnes handicapées, c'est le rendre accessible à l'ensemble de ces publics. Alors, pour utiliser un vocable qui englobe un petit peu tout ça, on a tendance à parler parfois de personnes en situation de handicap. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de situation de handicap? Je pense que vous devez l'avoir compris maintenant. C'est pas parce qu'on a une déficience qu'on rencontre un handicap. En fait, on rencontre un handicap, on est en situation de handicap quand l'environnement est inadapté. L'environnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous, c'est l'endroit qui vous entoure, le lieu, l'espace, les outils, les services que vous utilisez. Et bien donc, en agissant sur l'environnement, sur votre comportement, mais aussi sur tout ce qui vous entoure, eh bien vous êtes capable de réduire les difficultés et donc de faire qu'une personne soit handicapée ou ne soit pas handicapée, soit en situation de handicap ou ne soit pas en situation de handicap. Donc, c'est intéressant de se rendre compte que vous pouvez réellement faire quelque chose au quotidien pour ces publics-là. Alors, quand on parle de handicap, on en a déjà parlé un petit peu, mais on parle vraiment d'une diversité, on parle de tout un tas de choses différentes. Vous avez vu un peu avec les PMR, rien qu'en parlant des déficiences, on a déjà des déficiences physiques et sensorielles, tout ce qui est handicap moteur, visuel, auditif, malvoyants, aveugles, malentendants, sourds, et ce sont des publics qui ont des besoins différents, même si la déficience se trouve dans le même spectre. On a des personnes qui ont une déficience intellectuelle, on parle de déficience mentale aussi, de handicap mental, donc ce sont des vocables qui parlent de la même chose. Il faut faire la différence avec les déficiences cognitives, par exemple les personnes qui ont une dyscalculie, une dyslexie, etc., qui peuvent avoir des difficultés pour lire, mais qui n'ont pas une déficience intellectuelle. On parle aussi de déficience ou de troubles psychiques ou de maladies psychiques. Ce sont les personnes qui ont ce qu'on catalogue sous l'intitulé maladie mentale, par exemple des personnes qui ont une dépression ou ce genre de troubles et qui peuvent aussi rencontrer à certains moments des difficultés, par exemple parce qu'ils sont au milieu d'une foule. On a les personnes qui ont des polyhandicaps, donc c'est pas malheureusement parce qu'on a une déficience physique qu'on n'aura pas de déficience sensorielle ou cognitive ou autre. Il y a des personnes qui peuvent cumuler et c'est même fréquent. Et on a aussi des troubles de santé qui peuvent être invalidants. Donc des personnes qui, en raison d'une maladie chronique, en raison de difficultés parfois temporaires, parfois permanentes qu'ils rencontrent, peuvent rencontrer des limitations et des difficultés. Donc tous ces publics-là, eh bien, c'est des publics pour lesquels vous allez pouvoir faire quelque chose pour leur faciliter un peu la vie en fonction de la réalité que vous rencontrez. Mais ce qui est hyper important à retenir, c'est que chaque personne est différente. Donc, vous allez essayer de mettre des choses en place qui vont être génériques, et ici, on va vous donner des infos qui sont génériques, mais vu que chaque personne est différente, eh bien, vous ne pourrez pas appliquer tout ça comme des recettes de cuisine simplement. Il faudra à chaque fois amener la dimension comportementale et relationnelle, comme vous le faites avec toute autre personne. Quand on accueille quelqu'un, eh bien, on n'accueille pas telle personne comme celui qui viendra après ou comme celui qui viendra avant. L'approche est toujours similaire, mais toujours différente. Alors,
Je pense que vous avez compris maintenant que l'accessibilité de tous est avant tout une question d'environnement. Que donc vous faites partie de l'environnement, que vous pouvez agir sur vous et sur l'environnement, mais quels sont les besoins réels des personnes que vous rencontrez, dans quel champ se situe-t-il et comment pouvez-vous tenter d'y répondre? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors, déjà, on vous l'a dit, les besoins sont très différents d'une personne à l'autre, mais ils peuvent être très différents aussi d'une déficience à l'autre. Vous imaginez bien qu'une personne aveugle n'aura pas les mêmes besoins qu'une personne qui est en chaise roulante ou qu'une personne qui a une déficience intellectuelle. Mais encore plus important que ça, si on prend par exemple les personnes malvoyantes, et vous allez avoir l'occasion de le découvrir dans un instant, deux personnes malvoyantes n'ont pas forcément les mêmes besoins, parce qu'il y a tout un tas de malvoyances différentes déjà, mais parce qu'il y a aussi des éducations, des expériences, des vécus qui font que la déficience peut être vécue d'une manière différente d'une personne à l'autre. Et donc, comment savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Et c'est ce qu'on va essayer de clarifier ici. Alors, tout d'abord, on va vous donner des grands principes qui vont limiter au maximum les situations handicapantes et qui vont permettre la construction d'une relation d'accueil vraiment efficace. C'est déjà dans ce cadre-là que les audits ont été réalisés et sont encore réalisés actuellement dans les différents centres de vaccination. L'idée, c'est que si on a déjà un environnement qui est adapté, ça améliore déjà les choses. Si en plus vous êtes au courant de comment l'environnement est adapté, pourquoi il est adapté, vous pouvez veiller à ce que ça dure dans le temps. Donc ça, c'est super important, super intéressant. Et puis la dimension comportementale que vous pouvez amener va amener la phase finale à cette mise en accessibilité. Une deuxième chose qui est importante, c'est que la personne qui a une déficience, mais vous aussi, vous avez besoin, parce que c'est un besoin humain, vous avez besoin d'anticiper les choses, donc de savoir comment vont se passer les accueils, etc. Et vous avez besoin de fiabiliser votre approche, de fiabiliser les choses au maximum pour que la relation se passe toujours bien. La personne handicapée, par exemple, qui veut se rendre dans un centre de vaccination, va peut-être passer un coup de fil avant pour demander, mais est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des toilettes accessibles, me dire si je vais pouvoir rentrer avec ma chaise roulante, etc. etc. Et là, c'est vraiment important de pouvoir répondre réellement à la question de la personne et pas donner une réponse rapide et qui n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple tout bête. Dans certains musées, parfois des personnes en chaise roulante téléphonent pour demander s'il y a une toilette accessible. Alors quand ils téléphonent et qu'ils demandent est-ce qu'il y a une toilette accessible, eh bien les gens, la plupart du temps, pas toujours, et c'est vrai que ça évolue, mais les responsables de musée, les gens qui sont à l'accueil, disent parfois oui, il y a une toilette accessible, on a le logo sur la porte. C'est pas parce qu'on a un logo sur une porte que derrière la porte, les choses sont accessibles. Et donc, dans ce cadre-là, la personne aurait davantage besoin que vous lui disiez comment est équipée la toilette. Ça lui permettra de savoir comment s'adapter, plutôt que de lui dire « oui, vous en faites pas, il y a un logo sur la porte ». Alors, on va maintenant passer catégorie par catégorie. Je vais vous parler des comportements que vous pouvez adopter et des besoins spécifiques des personnes déficientes visuelles, des personnes déficientes motrices, déficientes auditives et déficientes intellectuelles.